بقول له يا سيد أنا رجعت على لبنان، أتمنى إنك ترجع كمان على لبنان. قرار صادر من مجلس الجامعة تسمية حزب الله الإرهابي. Nouvelle édition de la rédaction. Merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, à Beyrouth. Au menu des discussions, les relations entre le Liban et l'UE, la guerre en Syrie, la crise des réfugiés ainsi que le dossier du terrorisme. Opération escargot des familles de militaires libanais otages de l'État islamique près d'Arsal. Ils exhortent les habitants de la localité à contribuer à la libération de leurs proches. Le président américain Barack Obama à Cuba pour entériner le rapprochement entre Washington et la Havane après plus de 5 décennies d'antagonisme. Je vous disais en titre, Federica Mogherini à Beyrouth, la chef de la diplomatie européenne, s'est entretenue avec le Premier ministre Tamam Salam au Grand Sérail. Au menu des discussions, les relations entre le Liban et l'UE, la guerre en Syrie, la crise des réfugiés ainsi que le dossier du terrorisme. La diplomate a également rencontré le président de la Chambre, Nabi Berri, et le ministre des Affaires étrangères, Gebran Bassil. Les responsables libanais ont appelé l'UE à accélérer le déblocage des aides destinées au gouvernement pour faire face à l'afflux de réfugiés. Le pays accueille, je vous le rappelle, plus d'1,5 million de Syriens. L'Union européenne et le Liban ont la conviction que le pluralisme est un point fort dans notre société. Je sais que cela est difficile de nos jours, mais nous devons montrer que la coexistence est possible malgré nos différences. Nous gagnons à ramener la paix en Syrie et les parties syriennes doivent mettre en place un plan politique afin de mettre fin à la guerre. Nous travaillons pour faire face à la crise des réfugiés au Liban et nous poursuivrons notre aide. Nous soutenons la stabilité du Liban et nous nous tenons à ses côtés. La solution politique en Syrie est la seule qui permettra de résoudre la crise des réfugiés. Notre entité est menacée et malgré cela, nous n'avons forcé le départ d'aucun réfugié. L'implantation permanente des réfugiés syriens n'est pas autorisée dans la Constitution. Nous devons faire des efforts pour éradiquer le terrorisme et nous remercions l'Union européenne pour son aide à la préservation de la stabilité du Liban. Du blé contaminé au menu d'une réunion entre les ministres de l'Agriculture Akram Chehayeb, de l'Économie Alain Hakim et de la Santé Wael Aboufaour. Lors d'un point de presse, les trois ministres se sont voulus rassurants. Tout le blé libanais n'est pas cancérigène. Ils ont annoncé la création d'un comité de suivi. Objectif, mettre en place un plan d'action qui prévoit notamment la réalisation de tests sur les stocks de blé, la stérilisation des silos et des entrepôts au port de Beyrouth. Un plan dont le coût s'élève à près de 10 millions de dollars. Les responsables appellent le ministère de l'Économie et des Finances plutôt à débloquer les fonds nécessaires dans les plus brefs délais. Opération escargot des proches des militaires libanais retenus en otage par le groupe État islamique depuis août 2014. Ils ont coupé ce matin la route Labou-Ersal dans la Beka, exhortant les habitants de cette localité à contribuer à la libération des soldats et à leur donner de leurs nouvelles. 4 militaires ont été assassinés en captivité, 16 ont été libérés le 1er décembre dernier par le Front Al-Nosra et 9 autres sont toujours otages de l'État islamique. Dans l'actualité locale, 4 réseaux frauduleux de distribution d'Internet ont été démantelés au Liban ces derniers jours. Déclaration ce lundi du président de la commission parlementaire de l'information et des télécoms, Hassan Fadlallah, qui a assuré que l'affaire était désormais devant la justice. Il s'exprimait lors d'un point de presse au Parlement aux côtés du ministre des Télécoms, Boutros Harb. Selon Fadlallah, ces réseaux en lien présumé avec l'État hébreu ont été installés sur les poteaux électriques appartenant à l'État et utilisent la technologie fibre optique. Ils s'étendent sur plusieurs régions libanaises et constituent une violation de la souveraineté du pays et une menace à la sécurité nationale. Boutros Harb a de son côté assuré que son ministère allait démanteler tous les réseaux frauduleux, évoquant un nettoyage sécuritaire. Dans le reste de l'actualité régionale, tous les migrants arrivés en Grèce depuis ce dimanche sont désormais susceptibles d'être envoyés en Turquie. L'accord passé entre Ankara et l'Union européenne est entré en vigueur. Selon la chancelière allemande Angela Merkel,
Aucun renvoi n'aura lieu avant le 4 avril. En attendant, les migrants continuent pourtant d'arriver sur les îles grecques et Athènes a prévenu qu'il faudrait du temps pour s'organiser. Kim Vodin. Ce bateau vient d'accoster sur l'île de Lesbos. À bord, 18 responsables turcs venus travailler avec les autorités grecques. Objectif, appliquer l'accord entre Ankara et l'Union européenne. Mais accord ou pas, sur l'île, les migrants continuent d'arriver. Eux ont été secourus par des gardes-côtes pendant la nuit. Pour arriver ici, ils ont risqué leur vie. Alors faire machine arrière, c'est tout simplement impensable. Je ne veux vraiment pas retourner là-bas. Tout ce que je veux, c'est rester ici pour aller là où je veux. Impossible car désormais les migrants sont conduits obligatoirement dans des centres d'enregistrement. Ici, ils vont pouvoir déposer une demande d'asile. Leur situation doit être étudiée par des experts européens. Problème, malgré les annonces de l'Union européenne, ces renforts ne sont toujours pas arrivés. Une situation que dénoncent les ONG. La situation actuelle est très brouillonne depuis que l'accord a été passé. Nous attendons de voir comment ils vont mettre en œuvre tout cela. Ils mettent tous les réfugiés de l'île sur des ferries, mais nous n'avons aucune information concernant la suite. Des premiers experts allemands devraient bientôt arriver sur place. Sur le port du Pirée, des centaines de migrants attendent désormais de connaître leur sort. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Au retour sur le plateau de l'info, le président américain est arrivé ce dimanche à Cuba pour entériner le rapprochement entre Washington et la Havane après plus de 5 décennies plutôt d'antagonisme. Un événement historique. La visite s'étend sur 48 heures. Barack Obama prononcera demain mardi un discours aux Cubains et dînera ce soir avec le président Raúl Castro. Juliette Lacharnay. L'Air Force One, l'avion de Barack Obama, sur le tarmac de l'aéroport de la Havane. Un symbole fort après des années de guerre froide entre les deux pays. Dès son arrivée, Barack Obama s'est arrêté à l'ambassade américaine, 9 mois après sa réouverture. C'est une visite et une opportunité historique de s'engager directement avec le peuple cubain et de mettre en place de nouveaux accords gouvernementaux et commerciaux, de créer de nouveaux liens entre nos deux peuples et pour moi, d'engager un meilleur futur que notre passé commun. Malgré une météo peu clémente, la famille présidentielle a découvert à pied le centre historique de la capitale cubaine avant de s'arrêter à la cathédrale, monument baroque du XVIIIe siècle, pour y rencontrer le cardinal Jaime Ortega, l'un des artisans du rapprochement entre les deux pays. À sa sortie, les habitants mais aussi les touristes l'attendent en masse. Je suis très émue, sincèrement. Pour moi, c'est un honneur d'avoir vu le président Obama aussi près de moi. Je vous le dis sincèrement, il n'y a qu'à sentir mon cœur. Lundi, Barack Obama doit s'entretenir avec son homologue cubain Raúl Castro au palais présidentiel, avec lequel il compte bien évoquer la situation des droits de l'homme. Le lendemain, le président américain a prévu une rencontre, cette fois avec des dissidents, avant de prononcer dans un théâtre de la Havane un discours retransmis à la télévision cubaine. Depuis un an et la décision de Barack Obama fin 2014 de normaliser les relations des États-Unis avec Cuba, les entreprises étrangères se bousculent sur l'île castriste. Les intérêts économiques sont réels et immenses. Les explications de Julie Jargot. Cela fait 20 ans que Nelson fait découvrir son Cuba natal aux touristes. Mais depuis quelque temps, ces petits groupes qu'il guide à travers les rues de la Havane ont changé. Aujourd'hui, il ne se consacre qu'à sa clientèle américaine. On est obligé de travailler seulement avec des Américains parce qu'il y a une telle affluence que nous n'avons plus le temps pour les autres touristes. Ce n'est pas que nous ne voulons pas, c'est que nous n'avons pas le temps. Avec la normalisation des relations entre les deux pays, l'afflux de touristes américains est sans précédent, plus 17% rien que sur l'année 2015. Selon les prévisions, l'île accueillera 7 millions de touristes par an à partir de 2018. Et rien que sur ces 4 derniers mois, le nombre de touristes français a bondi de 32%. Avec une telle augmentation de la fréquentation, les capacités d'accueil ont déjà atteint leurs limites. Nous n'avons pour le moment pas augmenté nos capacités d'accueil, simplement parce qu'il n'y a pas de financement disponible.
Et il n'y a pas non plus la possibilité pour les étrangers d'investir directement ici. Et pourtant, une page semble bien se tourner à La Havane. Malgré l'embargo économique toujours en place, les multinationales américaines osent volontiers remettre les pieds à Cuba. La première à franchir le pas, la chaîne hôtelière Starwood, qui détient des établissements prestigieux comme le Méridien ou le Sheraton. En tout, un investissement de plusieurs millions de dollars dans 3 hôtels à La Havane. D'autres entreprises américaines pourraient bientôt lui emboîter le pas. C'est le cas de son concurrent direct, Marriott International. De leur côté, les compagnies aériennes américaines ont déjà postulé pour reprendre des vols directs avec Cuba, alors que Washington a annoncé de nouveaux allègements de restrictions de voyage. Cuba manque donc de tout, d'hôtels pour accueillir les millions de touristes, comme on l'a vu dans ce reportage, mais aussi d'agriculture, car Cuba importe 75% de sa consommation, d'énergie, de transport, de logistique, d'infrastructures ferroviaires et portuaires. Les projets ne manquent pas, les investisseurs intéressés non plus. Julien Cheïda. De cette tour, les touristes observent un site mondialement connu, la baie de Guantanamo. Au loin, on distingue les contours de la base américaine, auparavant symbole de la lutte antiterroriste. Elle est aujourd'hui le fardeau du président Obama qui promet toujours sa fermeture. Les Cubains de leur côté réclament la restitution de cette base occupée depuis 1903, un dossier que Washington refuse d'évoquer. Si nous étions une nation puissante comme les États-Unis et que nous pouvions nous construire une base militaire, comment les Américains se sentiraient-ils si nous installions une base navale sur la baie de l'Hudson? Ben voilà ce que nous ressentons ici. Autre symbole de l'histoire douloureuse entre les deux nations, l'embargo économique imposé sur l'île par les États-Unis. En vigueur depuis 54 ans, Barack Obama l'a fait assouplir en 2015, facilitant les transactions entre les deux pays. Insuffisant, au dire du gouvernement cubain. L'embargo est devenu le plus gros frein à notre développement économique. Au total, il a fait perdre plus de 121 milliards de dollars à Cuba. Quelques heures avant l'arrivée de Barack Obama à La Havane, les Dames en blanc, un mouvement de dissidents cubains défilait comme tous les dimanches. Mais le rassemblement s'est cette fois-ci soldé par plusieurs arrestations. Ce n'est pas le moment de venir à Cuba pour le gouvernement américain. Cuba n'a pas changé et n'a pas avancé en matière de droits de l'homme. Le président américain doit s'entretenir avec des dissidents lors de sa visite historique. Avant son arrivée, La Havane avait prévenu, Cuba ne changera pas sa politique pour plaire aux États-Unis. Et en bref, dans le reste de l'actualité, les boîtes noires du Boeing Fly Dubai qui s'est écrasé samedi dans le sud-ouest de la Russie transportées à Moscou. D'après les autorités, elles sont très endommagées. Leur analyse devrait prendre plusieurs semaines et devrait fournir des explications sur les raisons du drame. Les mauvaises conditions météo pourraient être une des causes du crash. Y aura-t-il bientôt des caméras de surveillance sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem? C'est ce qu'annonce la Jordanie, pays qui gère selon la tradition ce site ultra sensible, 3e lieu saint de l'islam et aussi premier lieu saint du judaïsme. 55 caméras destinées à documenter les violations d'extrémistes israéliens dont les visites ont parfois dégénéré en violence, suivies d'interventions des forces de l'ordre. La semaine sainte entièrement fériée au Venezuela, une mesure nécessaire pour économiser plus d'électricité. Selon le pouvoir, certains commerces et la fonction publique réduisent déjà depuis février leur journée de travail. L'enjeu est de faire face à la sécheresse produite notamment par le phénomène El Niño, car une grande partie de l'électricité du pays provient de l'énergie hydraulique. La Corée du Nord semble impassible aux lourdes sanctions internationales. Le régime le plus isolé du monde enchaîne les tests balistiques. Elle a de nouveau procédé ce lundi à des tirs de missiles de courte portée. 5 projectiles auraient été tirés et auraient fini leur course en mer du Japon. Vendredi déjà, Pyongyang a tiré 2 missiles balistiques de moyenne portée, une violation des résolutions de l'ONU fermement condamnée par la communauté internationale. Et Séoul affirme que son voisin est prêt à conduire un nouvel essai nucléaire à n'importe quel moment. Et enfin,
Twitter fête ses 10 ans. Malgré son impact planétaire sur la politique, le journalisme et le divertissement, le réseau social, né le 21 mars 2006, a du mal à séduire de nouveaux utilisateurs. Avec ses 320 millions d'utilisateurs, 5 fois moins que Facebook, l'entreprise américaine n'arrive pas donc à convaincre sur son modèle économique. Il faut dire que Twitter n'a pas fait un seul dollar de bénéfice en une décennie, malgré un chiffre d'affaires en progression. 660 millions de dollars en 2013 et 2 milliards en 2015. Écarté en 2008, le cofondateur Jack Dorsey a repris la barre en 2015. La bourse ne suit pas encore. L'action du réseau social a chuté de plus de 2/3 de sa valeur en l'espace d'un an. Alors le réseau social n'a pas le choix. Il doit se réinventer pour ne pas être donc ringardisé par ses concurrents Snapchat, WhatsApp ou encore Instagram. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Avant de se quitter, je profite de souhaiter à ma maman et à toutes les mamans du monde une bonne fête des mères. À bientôt. بقول له يا سيد انا رجعت على لبنان، اتمنى انك ترجع كمان على لبنان.